à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire une grosse vidéo de comparaison sur les hauts de gamme, milieu de gamme et bas de gamme, sur à peu près tous les aspects un peu facilement descriptibles, oui. Donc justement, on vous a envoyé quelques modèles là et on va voir ça, donc autant sur le design que sur l'expérience utilisateur ou sur les performances, même par rapport à l'écran, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, vous pouvez la regarder s'il vous plaît jusqu'au bout. N'hésitez pas à participer tout simplement dans les commentaires par rapport à votre expérience, pourquoi vous êtes passé haut de gamme, pourquoi vous êtes passé au milieu de gamme, pourquoi au bas de gamme. Voilà, si vous avez peut-être des petits rajouts à faire, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Donc j'ai fait un petit classement, donc là on a à peu près les hauts de gamme, ici les milieux de gamme, ici les bas de gamme. Là on a des bas de gamme plus de l'année dernière et là les très bas de gamme, donc à moins de 100 euros. Sachant que là, ça va être de l'import, et là aussi, plus ou moins. Tout d'abord, on va parler tout d'abord du design. Le design, c'est quelque chose d'important, puisque ça représente quelque chose c'est ce qu'on a en main, c'est ce qui nous permet de se dire, est-ce que ce téléphone est déjà en main, est-ce qu'il est bien fini ou non. Et ce qui est déjà important, c'est qu'on peut voir pas mal de différences selon les gammes. Déjà, dans le haut de gamme, alors le haut de gamme pour moi, donc là, ça va être entre 400 et 800 euros. Là, on a un Zenfone 3 et un Samsung S7 Edge. Donc ces deux téléphones, en fait, ils sont importants sur le haut de gamme, puisque là, on a quelque chose qui est assez mis en valeur, c'est notamment en ce moment le verre. On l'a vu plus ou moins, on a surtout du verre et du métal, avec des finitions qui sont vraiment très bonnes. Après, il peut y avoir des concessions, plus dans les 400 euros, on y reviendra, mais déjà, on peut voir sur le Samsung, forcément, il y a des finitions qui sont très bonnes. Il est très fin, tout est forcément avec du verre, du métal de très bonne qualité, qui fait en sorte qu'il se raye pas facilement non plus. On a une certaine finesse et parfois quelques particularités, comme par exemple pour le 7 Edge, le côté incurvé justement. Ensuite, on va retrouver en général les dernières technologies, donc il peut y avoir quelques effets spécifiques. L'appareil photo ressort très peu, en tout cas sur celui-là il ressort très peu, et c'est quelque chose qui s'améliore. Bien évidemment, on perd de plus en plus, et ça c'est un peu pour toutes les gammes, le côté amovible des batteries. En fait on a vraiment ce bijou en fait en termes de technologie, ce qui fait qu'en termes d'encombrement c'est vraiment au minimum. C'est là où on va voir les appareils qui, selon la surface d'écran, ça va être le plus compact. Parce que forcément, plus on va perdre en gamme, et ça on va le voir juste après, et plus ça peut prendre de place. Donc là, par exemple, ici, si je l'allume, on peut voir que les bords sont très fins, surtout avec ce côté incurvé. Forcément, on a du 2,5D, on a du Gorilla Glass, donc ce qui fait que c'est là où ça va le moins s'abîmer, et c'est là où les finitions sont les meilleures, avec quelque chose où c'est vraiment bien ajusté, comme on peut le voir ici. Après, on va tomber un petit peu dans les hauts de gamme, on va tomber sur les hauts de gamme qui commencent pour moi. Alors, c'est vraiment subjectif, mais c'est ce que je trouve, c'est que le haut de gamme, il commence maintenant, à l'heure actuelle, à partir de 400 euros. 400 euros, on peut avoir des téléphones vraiment sympas. Et on a le Zenfone 3 qui est aussi qui a un haut de gamme un peu particulier. Alors il y a aussi l'Honor 8 en face, il y a la Idol 4S qui est en train de filmer là en 4K. Mais voilà, par exemple, justement en termes de finition, c'est là où on va avoir des petites différences. On va sentir par exemple que c'est un petit peu plus grossier, comme vous pouvez voir ici, on a ce petit plastique. Alors je vais essayer de le montrer comme ça. On a cette bordure en plastique qui va séparer l'écran du métal, qui fait déjà un peu moins haut de gamme. L'encombrement est plus important aussi, puisque là, par exemple, surtout sur ce Zenfone 3, il va être plus large forcément, il va faire quasiment la taille du S7. Alors pourtant, il fait du 5,2 pouces. Donc c'est quelque chose déjà à prendre en compte, c'est qu'on va voir ces différences. En petite différence, on peut voir aussi que par exemple, ce sont des touches qui sont physiques, mais qui sont non rétroéclairées, qui peuvent être pour des petits coups, en fait, pour permettre que ce soit le plus haut de gamme possible pour d'autres parties du produit. Et bien ici, il va y avoir quelques petites choses. L'appareil ressort plus, mais comme on peut voir, on a quand même un lecteur d'empreintes qui est intégré à 400 euros. On peut voir que les antennes, notamment sur Zenfone 3, en général, c'est quand même des antennes qui sont comme ici, qui sont peintes. Ici, on peut voir que c'est un peu plus, on va dire, old school, avec, en fait, ça sépare le métal, et c'est un bout de plastique qui va permettre de faire laisser passer les ondes. Donc c'est des petites choses comme ça, mais on peut voir que la différence de finition reste quand même faible globalement, puisqu'on a un verre de qualité, on a une finesse qui reste tout à fait correcte, on a du métal et du verre qui ne seraient pas forcément facilement, bon, sauf l'Honor 8 par exemple, mais globalement c'est ça. Après on peut avoir des téléphones plus ou moins bien finis, qui vont plus être
proche du S7 Edge ou du Zenfone 3 selon les priorités du constructeur, bien évidemment. Mais globalement, à partir de 400 euros, on a des téléphones qui sont très bien finis, où il va y avoir juste quelques petites concessions qui ne se voient pas forcément, qui font que ça fera plus ou moins haut de gamme, qui sont des petites concessions pour le reste du téléphone. Ensuite, dans le milieu de gamme, on se retrouve avec des téléphones où là, on va avoir des choses un peu plus différentes. C'est-à-dire que là, c'est entre, on va dire, 250 à 400 euros. C'est des téléphones... des téléphones qui ont quand même des bonnes finitions, mais qui peuvent avoir des choses un petit peu plus différentes. Le plus répandu, ça va être quelque chose qui ressemble quand même tout à ça, c'est-à-dire un téléphone qui va être en métal, qui va être globalement assez intéressant visuellement, mais on va commencer à voir des choses qui tiquent un peu plus. On peut le voir sur celui-là qui coûte 250 euros. Et bien déjà, on est sur du plastique. On va voir quelque chose qui est un petit peu encombrant. Des finitions qui sont un peu moins précises, par exemple sur l'ajustement de la coque. Ici, alors là c'est de l'import, mais ça vaut à peu près 300 euros. On va avoir un métal qui résiste plutôt bien. Par contre, déjà, par exemple, la vitre de l'appareil photo, lui, va être de moins bonne qualité. L'ajustement va pas forcément être parfait sur l'appareil. On peut voir en fait qu'il y a des légers désajustements, et ça c'est valable pour pas mal de petites choses. Ça va être moins précis qu'un haut de gamme, ça va se sentir, mais globalement, l'effet en milieu de gamme reste tout à fait correct. On va juste sentir qu'on est un petit peu inférieur au reste. Donc après voilà, on a quand même droit en plus à 2,5D, mais on y reviendra sur l'écran. Mais globalement voilà, on va avoir un petit peu plus de plastique par exemple pour faire passer les antennes, puisque ce sera moins cher par exemple que de faire ce type de choses avec soit peint soit comme ça. C'est un peu moins cher puisque ça permet d'emboîter plus facilement. Donc en termes global en fait, il y a un avantage par rapport à ça. Et on va se retrouver parfois avec du plastique, alors certains peuvent aimer, mais ce qui fait que ça va être un peu moins cher, un peu plus facile à mettre en place, on va pouvoir enlever cette coque, mais pas la batterie, c'est quelque chose même dans le milieu de gamme qui se perd, et donc il va permettre quelques petites facilités dans la construction du téléphone. On va le voir, donc ce qui fait que tout est plastique, même la tranche par exemple ici est de plastique sur ce modèle-là. On peut avoir du dos en plastique avec du métal, mais globalement on va vraiment avoir une baisse là-dessus. Ensuite, si on part dans le téléphone à moins de 250 euros, donc là, entre 150 et 250 euros, je dirais, on va voir aussi quelque chose d'assez différent, c'est qu'on commence à voir apparaître des téléphones avec du métal. Donc ça, on peut le voir notamment avec Honor, qui l'instruit, ou beaucoup de téléphones chinois, et on a aussi, par exemple, Wiley Fox aussi, qui a décidé de faire du tout métal. Et de l'autre côté, on a par exemple donc Wiko qui lui, alors on a juste la tranche qui est en métal, mais sinon le reste est en plastique, un peu comme le Motorola. Un plastique où c'est encore plus facile puisque par exemple on peut voir que la coque ici, en fait au niveau de l'ajustement, c'est pas... Hop, je vais essayer d'avoir quelque chose de sympa, mais ça va être compliqué, je le sens. En gros, on va voir que la coque, en fait, c'est quelque chose où on dirait limite que c'est posé, mais c'est pas fait pour être ajusté comme du milieu de gamme. Alors c'est une facilité peut-être de chez Wiko, mais là on va voir vraiment que c'est ajusté pour que ça sente pas trop. Là ça va vraiment se sentir. C'est vraiment une facilité par rapport à ça. Ensuite, globalement, on va quand même retrouver des choses importantes qui commencent à apparaître de plus en plus, c'est-à-dire lecteur d'empreintes. Hop, ce serait bien qu'il focus. Le lecteur d'empreintes, par exemple, qui va être présent. On a quand même du 2,5D qui est présent, mais on va voir par exemple pour les antennes, pareil, ça va être un haut et en bas plastique pour faire passer les antennes plus facilement. Et en termes, voilà, pareil, de construction, ça va être plus facile. On va voir cette bordure aussi qui est présente, comme le Zenfone 3, qui, pareil, là, ça va être quasiment automatique. Et forcément, un encombrement qui va être, lui, réellement supérieur à ce qu'on peut voir dans le milieu de gamme. Là, c'est un 5 pouces, mais on peut facilement mettre un A5 2016 ici, par exemple. C'est vraiment, là, ça va être du 5 pouces qui est vraiment encombrant. Ça se voit en termes de hauteur, on voit la place qui est perdue là. Tout simplement parce qu'il y a des concessions à faire. Les mobiles commencent aussi à être un peu plus lourds, puisqu'il y a ces concessions sur certains matériaux vont faire que, au final, il va être plus lourd que les milieux et haut de gamme. C'est là où on va perdre le plus. Mais l'amélioration en termes dans le bas de gamme commence à être vraiment intéressante, puisque voilà, on a l'apparition du métal, et on a beaucoup de téléphones qui vibrent, l'apparition du métal avec des téléphones qui restent plus épais aussi, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus épais, mais qui sont très bien finis. Quand on peut voir le Wiley Fox, lui coûte environ 200 euros selon le modèle, et on peut voir que les finitions sont quand même très bonnes. L'ajustement lui aussi est assez bon, vraiment très bien, vraiment bon quand même pour sa gamme. Mais voilà, il y a des petites concessions un petit peu partout. Il est un peu plus épais, un peu plus lourd, un peu plus encombrant, et donc là voilà, ça se comprend. Là, on va
On va peut-être passer ceux-là, parce que là, c'est la gamme, les anciennes, ceux de 2015, où vraiment le milieu de, enfin, le bas milieu de gamme de cette année-là, c'était surtout du plastique. Mais on peut voir que l'évolution, on est passé quand même du métal maintenant. Après, l'encombrement, lui, par contre, n'a pas réellement changé. On est sur un encombrement qui est à peu près similaire. L'appareil photo, lui, forcément, il prend pas forcément de place puisque l'épaisseur est à peu près la même. Par contre, maintenant, on a l'apparition du 2,5D sur les écrans et ça, on en reparlera. Dans le bas de gamme, donc là, c'est du moins de 100 euros. Alors, par contre, c'est que de l'import, mais c'est à peu près la même chose en France. Quoique le Oukitel, lui, il a un petit peu d'avance. Donc, c'est entre 150 et 50 euros, on va dire. On va voir des téléphones là où, par contre, en termes de finition, ça va être très médiocre, on va dire, ou avec beaucoup de facilité. On peut le voir avec ce Oukitel qui, on va dire, en France, coûterait à peu près à plus de 100 euros, 120, 130, 140 euros. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un téléphone qui est encombrant, qui est gros. Si on compare, par exemple, au Moto G4+, l'encombrement est vraiment supérieur. Donc là, on va avoir vraiment plein de facilités. Bouton non rétroéclairé, très gros. Une coque qui est arrondie, donc qui fait un peu effet iPhone. Il y a aussi le design. Le design, en fait, le design, haut de gamme, milieu de gamme, il peut se différencier. À partir du bas de gamme, on va avoir quelque chose. Là, par exemple, c'est très chinois, c'est très basique. Hein. On a quelques petites, quelques petites subtilités par rapport au reste, mais c'est pas extraordinaire. Après, ça reste très basique, on va souvent retrouver à peu près le même design. Et dans ce très bas de gamme, alors là, on retrouve que ce type de design. C'est très rare que ce soit particulier, ou alors ça peut être comme là, ici, quasiment des copies. On peut voir la coque qui est vraiment large, mais par contre, l'avantage, c'est que derrière, on va pouvoir enlever la batterie. Donc vraiment dans le bas de gamme, c'est vraiment l'avantage, c'est que là en général on peut enlever la batterie pour la changer. Batterie, on y reparlera. Et en général, ils sont aussi dual SIM et on peut mettre une carte SD, quelque chose qui se perd de plus en plus dans le haut de gamme où on va plus avoir des tiroirs pour mettre SD ou SIM ou deux SIM, mais pas plus. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est important à savoir, c'est vraiment voilà, les dual SIM en fait, ça reste maintenant, c'est de plus en plus dans le bas de gamme qu'on va le retrouver avec des coques vraiment basiques, vraiment on sent que l'ensemble est basique, il est gros, il est lourd. Par contre, on commence à voir apparaître petit à petit. Alors forcément, on n'est pas sur la même qualité, mais on en reparlera sur la partie système. Les lecteurs d'empreintes, là on en a un, sur celui-là, forcément il n'y est pas, et j'en parle. Alors là on est plus sur du 50 euros, donc là ça va être plus de la copie d'appareil qui est déjà connu. Alors là au niveau de la qualité des matériaux, c'est très mauvais. La qualité d'assemblage est assez moyenne. Globalement, voilà, ça va être très, très limité. Par contre, on aura toujours ce système de dual SIM, etc. Mais là, on va être vraiment sur quelque chose de très très basique. Ça va être tout va être fait en fait pour que ce soit le plus facile à produire. Ça se sent en main que c'est vraiment pas qualitatif. Ça se voit aussi quand on démonte, où on peut voir ici que c'est vraiment très basique. Et après, ça fait le taf. Et même par exemple, si sur ce modèle-là, par exemple, la jointure en fait entre comment dire la tranche et l'écran en fait il y a un creux et ce qui fait que ça accroche vachement en fait. On peut se gratter le doigt en fait comme ça. Donc ce qui fait que là on va vraiment avoir des petits soucis un petit peu partout, toutes les facilités possibles pour que ce soit le moins cher possible à produire. On se retrouve maintenant sur la partie puissance. Donc là on va parler vraiment des téléphones vraiment dans son ensemble sur la puissance qui est disponible selon les gammes. Donc on va voir vraiment des choses assez particulières puisque là on va voir des changements parce que déjà on a une différence entre Qualcomm et Mediatek. Sur une prochaine vidéo j'expliquerai vraiment parce qu'il y a deux philosophies très particulières. Donc déjà dans le haut de gamme, alors on a quelque chose. Donc là on peut se retrouver par exemple dans le haut de gamme, donc comme j'ai dit que ça commence entre 400 euros et 800 euros, on peut se retrouver avec des smartphones qui sont avec comment dire des puissances qui peuvent être très très différentes. Tout simplement parce que dans le haut de gamme à 400 euros, on peut retrouver des puces qui sont un peu milieu de gamme, performantes, mais avec quand même globalement la puissance va manquer. Donc là on peut voir par exemple vraiment dans les hauts de gamme, on a un score qui va être à 4500 jusqu'à 6000 maintenant avec le Mate 9 avec du simple cœur très très performant puisqu'il y a du Cortex A72, Cortex A73. Ça justement j'ai en abordé dans une prochaine vidéo aussi, dans d'autres vidéos, tout ça en détail. Donc on a une puissance en simple cœur qui est vraiment très bonne, 1835, 5500, c'est dans les hauts de gamme, dans la moyenne, sauf chez Qualcomm où par exemple le Qualcomm, le Snapdragon 820, lui fait 3600. C'est pas extraordinaire face à ceux qui sont en ARM, et ça j'expliquerai, mais c'est un peu complexe, les différences entre eux, ces deux-là.
Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Donc là, c'est juste la partie CPU sur laquelle on parle. Donc voilà, ça peut osciller en gros entre 3500 et 4000, parce que le Snapdragon 652 qui est un petit peu moins performant. Donc 3500 avec, pareil, le 820 jusqu'à du 5500 avec les Kirin ou les Exynos. Donc là, qui est Exynos de chez Samsung. Et donc là, on est sur un Snapdragon 625 plus milieu de gamme, mais qui équipe des téléphones qui peuvent être maintenant de plus en plus performants. Ensuite, dans le milieu de gamme, on va se retrouver avec du Mediatek. Donc, on peut avoir en début de haut de gamme à peu près 400 euros jusqu'à moins. On va se retrouver avec du Mediatek, qui est donc le Helio X20, X25, qui peut faire à peu près ce score-là. Donc, avec un très bon score qu'on peut voir qui est entre le Snapdragon 625 et l'Exynos, puisque lui, il est avec du 10 cœurs. C'est un peu particulier pour le coup. Donc ce qui fait qu'il a un très bon score global, c'est plus sur d'autres choses où il va un petit peu plus pêcher, on y reviendra sur la partie processeur graphique. Ensuite, là on a aussi dans les milieux de gamme, alors là c'est plus entre 350 et 200 et même 200 euros. C'est les Snapdragon 615, 616, 617 qui sont très nombreux et qui sont assez mauvais, on peut les retrouver d'ailleurs ici, qui sont assez mauvais. Et ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Mais on commence à avoir des scores qui commencent vraiment à être limités en termes de performance globale. On va avoir vraiment cette limitation. Donc, ça va pas forcément impacter sur la partie système, mais sur des tâches plus ou moins lourdes, on va le sentir plus ou moins. Ensuite, dans le bas de gamme, on va commencer aussi à avoir ce même système. Donc, pareil, donc la 430. On a même un peu de Mediatek aussi avec les MT6735. Donc là, c'est du 4 cœurs. On a aussi version 8 cœurs. Donc en gros, chez Qualcomm, vraiment, les scores sont assez bas. Les parties processeur graphique, enfin processeur calcul, est pas extraordinaire. Pas forcément très puissant. Et ça, c'est un petit peu dommage. Là, on va voir par contre, du côté de Mediatek, des processeurs, c'est la partie CPU vraiment puissante, puisque là, on va se retrouver avec des scores en 4 cœurs avec 1536 pour le MT6735, ou en octo-cœur avec le Helio X10 ou le MT6753, les scores sont à peu près similaires, avec à peu près 2600 à 3000 points. Donc des scores bien plus intéressants, et qui fait que ça tiendra un peu plus dans le temps, en termes après d'expérience utilisateur, je reviendrai juste après, sur la partie d'après. Ensuite, on se retrouve avec les bas de gamme. Alors là, les bas de gamme, on va vraiment descendre en score, plus ou moins. On commence à avoir des scores des Mediatek aussi. C'est surtout les Mediatek qui sont présents. Les Qualcomm aussi, mais moins. C'est-à-dire que c'est souvent, en bas de gamme, c'est souvent du Mediatek, souvent des acteurs chinois qui sont présents, et moins les Qualcomm. Les Qualcomm sont pas performants, ils sont encore moins performants que ça. Déjà, ça, c'est très mauvais. Mais j'en reparlerai dans une vidéo spécialement, et je devrais commencer par lui d'ailleurs, sur le Snapdragon 615. Et donc là, on va se retrouver avec des scores qui sont pas terribles. Souvent, on est que sur du 4 cœurs. C'est vraiment pas performant. Là, on est même sur un 4 cœurs en 32 bits, le MT6580. Ceux qui ont connu, par exemple, les Wiko. Les premiers Wiko sont sortis avec des processeurs à peu près similaires. Donc, des MT6580, 6582, c'est la même chose. Et là, le score est vraiment très mauvais. On peut le voir, c'est vraiment très très bas. Donc là, c'est à peu près exhaustif ce qu'on voit ici. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de processeur, donc on va prendre les Mediatek et Qualcomm en 4 cœurs, on va les retrouver entre 50-70 euros jusqu'à 200 euros, puisqu'on peut voir le Wiko, lui, coûte à peu près 200 euros, et on se retrouve avec un 4 cœurs Mediatek. Pour les 8 cœurs, là, ça va être plus entre 120 euros. Il y a des Arcos qui sont équipés de MT6753 entre 120 euros et 300 euros. Tout comme d'ailleurs les Qualcomm, donc c'est entre 150 euros, si on prend par exemple celui-là, 150 euros à 350 euros. C'est en train de baisser, c'est en train de glisser bien évidemment, donc ça à prendre en compte aussi, mais c'est une puissance à prendre en compte. Voilà. Ensuite, nous avons les Helio X20, donc là c'est la partie haut de gamme. Là c'est plus entre 200 et 400 euros pour l'instant. Le Helio X30 devrait un petit peu augmenter en gamme, et ça on y reviendra au moment où je pourrai le décortiquer. Vous avez le Snapdragon 625, on va essayer d'éviter les conneries. Snapdragon 625 ou 652, qui eux sont plus entre les 300 euros, enfin même le 625 c'est à 350 euros minimum. 300, 350 euros, et ça peut aller jusqu'à 500, voire 600 euros. Par exemple, il y avait un Sony qui était sorti à ce prix-là. Donc là, les Qualcomm sont très chers déjà en milieu de gamme. Et bien sûr, à la fin, on se retrouve avec les Samsung Exynos, les Huawei Kirin et les Snapdragon.
donc Snapdragon 800, 821, qui eux font le haut du panier, avec une partie CPU un peu moins bonne, mais ça c'est que pour Qualcomm, euh, qui vont être vraiment très performants en termes de puissance simple cœur. Là, ça va être vraiment la grosse différence. Là, ça va être plus entre 400 jusqu'à 800 euros. On va trouver les meilleurs processeurs. Donc voilà, donc c'est vraiment très compliqué, ça se chevauche beaucoup, parce que selon les marques, selon leurs priorités aussi, parce que par exemple, on peut le voir avec le Zenfone 3, et là, ça peut faire le contraste avec par exemple, le Honor 8. Euh, les milieux de gamme Qualcomm sont privilégiés plus la partie graphique que la partie performance tout simple. Et on peut voir par exemple aussi le OnePlus 3 qui est lui un Snapdragon 820 beaucoup plus performant. Donc simplement parce qu'il y a d'autres choses, d'autres critères qui vont être plus mis en avant sur ce téléphone, comme par exemple la photo, le son, la finition, la batterie, ce genre de choses en fait qui vont prendre le pas plus sur la puissance comme d'autres. Donc par exemple là le Vernay Apollo Lite qui lui va avoir quelque chose qui est par exemple moins bon en photo, qui n'aura rien de dédié en termes de son, qui n'aura pas des finitions extraordinaires non plus, mais qui par contre aura une puce qui, en termes processeur, sera plus performante, donc parfois plus ou moins équilibrée, ça dépendra, parfois ça peut être complètement déséquilibré. On peut voir par exemple comme un Marshall, Marshall qui avait sorti un téléphone avec un processeur son dédié, donc très très performant. Le problème c'est que la puce était une entrée de gamme qui correspond à cette puissance-là. Donc ce qui fait qu'on a une très bonne finition, on a une très bonne jack, on a des bons haut-parleurs, on a un écran qui est correct, mais on commence à avoir des écrans qui forcément qui s'adaptent aussi au processeur. Et là, ça va commencer à manquer. Donc déjà, on en a terminé pour celui-là. Alors, hop. Maintenant, on va passer à la partie graphique, qui est un petit peu long. On se retrouve maintenant sur la partie graphique. Donc la partie graphique, ça va inclure vraiment un test précis que je prends en benchmark, c'est-à-dire que c'est le test long de GFX Bench, qui est donc celui-là. Pour ceux qui seraient intéressés, ils peuvent tester aussi sur leur téléphone. Donc il faut vraiment aller en fait dans test sélection. Alors le problème c'est que sur celui-là, ça c'est pas fait. Et en fait pendant une demi-heure, ça va tourner en fait et ça va permettre d'avoir certains résultats. Donc pour lui, ça c'est pas fait, mais en gros c'est similaire à ce qu'on a sur celui-là. Donc là, on va voir des choses très très différentes. Alors déjà, il faut prendre en compte une chose, c'est que ça se voit surtout sur la partie graphique, beaucoup moins que sur la partie processeur. Mais dans un usage long, selon les téléphones, ça va beaucoup changer. Soit parce que un constructeur va mieux gérer le processeur que l'autre, soit parce que le design va faire que les performances ne vont être très différentes. Donc déjà, par exemple, dans le haut de gamme, on va avoir forcément les puces les plus performantes, notamment Qualcomm, c'est eux qui font vraiment les plus performantes, et ça je vais vous montrer juste après. Et ce test, en fait, va permettre de voir, par exemple, et ça permet de mettre en lumière justement ce souci, là où, par exemple, il peut aller à 800, en fait, donc il y a les écrans, il y a beaucoup de choses, en fait. En fait, il faut savoir que pour la partie graphique, vous avez l'écran qui a un impact, vous avez parce que la résolution tout simplement, dans le gamme on va être dans du Quad HD, après on va être plus dans du Full HD sur le milieu de gamme ou début de haut de gamme, et milieu de gamme, bas de gamme on va être plus dans du Full HD voire HD, et dans le bas de gamme HD. Donc là ça va être quelque chose qui va vraiment avoir un impact sur les résultats, sans que ce soit pour autant, enfin c'est ça qui est très particulier, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des choses très différentes, très différentes sur cette partie puissance. C'est-à-dire par exemple là on a un Mali T880 MP12, donc là c'est vraiment un processeur la plus haute gamme de chez ARM, qui est moins bon de chez Qualcomm, et le problème c'est qu'on peut voir qu'avec le Quad HD et le fait qu'il soit très fin, il est obligé très vite de se limiter. Et on est sur du 500 FPS en moyenne. 500 FPS en gros par session, donc toutes les minutes. Là, on va être sur un écran Full HD, mais avec un Snapdragon 625 qui est plus moyen de gamme. Nous avons le 652 qui est une meilleure partie graphique. Là, ça va être plus du 400, donc on va être à un peu moins, par contre, sur du Full HD. Donc la différence, elle est pas si énorme que ça, alors que c'est du milieu de gamme. Ici, alors là, ça n'avait pas enregistré. Ici, donc avec le Helio X20, donc lui qui est donc comme je l'ai dit, entre 200 et 400
euros. Donc, c'est-à-dire que là, celui-là, il coûte, on va dire 300 euros. On peut se retrouver avec des performances avec un écran Full HD de 700 frames en moyenne, sachant que lui le gère très très bien. Je sais que par exemple Xiaomi les gère assez mal et les performances ne sont pas aussi bonnes et on peut voir que ça bouge très peu. C'est-à-dire que même si ça fait des montagnes russes, on peut voir que ça se gère plutôt bien. Alors que là, on peut voir que le Samsung, ça fait ça à 800 et puis hop, c'est tombé à 500. Donc, quelque chose qui peut être aussi bien, selon le refroidissement, selon ceci, tout ce qui peut être utilisé, c'est très particulier, c'est là où ça va être vraiment, et on va avoir une très grosse différence. Par exemple, aussi le Moto G4 Plus, qui lui, avec un Snapdragon 117, qui lui est carrément moins performant, fait 280 en moyenne. Donc 280 avec un écran Full HD. Donc là, on commence à perdre en partie graphique. Donc dans le milieu de gamme, on va avoir encore quelque chose de particulier, enfin qui est performant. J'ai pas de Qualcomm Snapdragon 820, mais lui qui peut monter très très haut. Si on compare, on va les comparer avec le Samsung. En fait, ça peut monter très haut. Alors, on va les donc comparer. Et si on regarde, et pour regarder comme ça, les iPhone 7, c'est vraiment les meilleurs. Ensuite, on a les OnePlus. En fait, tout ce qui est Snapdragon 820 va être côte à côte avec les iPhones. Donc 2000 frames. Là, on est loin avec le Samsung qui est vraiment bridé. Et lui, il est à 500. Donc c'est-à-dire qu'il est 3 fois moins performant que le Snapdragon 820-821. Le Mate 9 avec donc le Kirin 960 qui est un Mali, je ne sais plus lequel. Je ne sais plus. Mais lui, est quand même 2 fois plus performant. Il a un Mali G71, donc qui est prévu pour la VR, beaucoup plus performant. Il y a aussi la finesse de gravure, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et on peut voir, et ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre petit à petit. Et après, ça dépend vraiment selon le constructeur. Ça va dépendre. Il y en a qui vont plus ou moins gérer une même puce, parce que bah, vous avez l'épaisseur, vous avez ceci, vous avez cela. Là, on va commencer à toucher les téléphones à 200 euros. On est à peu près équivalent avec le MediaTek à peu près 280 aussi, sachant que là on est sur un écran qui est Full HD aussi si je dis pas de bêtises, non HD pardon, là c'est un écran HD, mais comme c'est un écran HD avec un petit processeur, bah, les deux combinés au final on est à peu près équivalent au Moto G4 Plus en termes de performance. Là on est à peu près à quelque chose de similaire par rapport au Moto G4 Plus, sauf que il a un écran HD, donc il a un Snapdragon 430. Mais comme il a un écran HD au lieu de Full HD, il est 2 fois plus performant, puisqu'il y a 2 fois moins de pixels affichés. Là, on est sur 615 et on est un petit peu moins performant que le Mediatek. On est sur un écran Full HD et on est à peu près similaire. On a 20% de différence entre les deux, donc une génération d'écart sans que ce soit réellement différent. Là, j'ai plus les scores, mais c'est à peu près équivalent à cela. Ensuite, dans le bas de gamme, là, on va avoir quelque chose là. Alors là, c'est vraiment, là, on va toucher aussi le côté justement optimisation. Et comme on est sur bas de gamme, forcément, l'optimisation passe un peu plus à la trappe. Donc là, on a une puce qui est censée être un peu plus performante que celle-ci, qui est la même puce, hein, quasiment. C'est une mise à jour comme le Snapdragon 115 au 617. Là, c'est MT6737, et là, c'est le 35. Et pourtant, on fait des scores qui sont beaucoup moins bons, parce que bah, forcément, on est sur un smartphone qui est bah, lui-même aussi beaucoup moins fini. Donc on peut voir la différence, 280, 196, donc là on a une grosse différence. Et dans le très bas de gamme, alors là dans les téléphones qui sont plus à 50 euros, bah, comme il a une résolution de 480p, donc très petite résolution, avec une puce qui date un peu, mais qui a quand même une bonne petite partie graphique pour sa gamme, et ben il fait quand même 455 FPS, donc c'est une bonne moyenne pour un téléphone aussi mauvais entre guillemets. Donc ce qui fait que vraiment on va avoir vraiment des différences importantes même entre les gammes. Et ça c'est important. On va parler d'une dernière chose, on va parler maintenant de la mémoire, parce qu'on ne parle pas beaucoup dans les tests ou quoi que ce soit, même moi, mais ça a une incidence sur l'ouverture d'applications, sur le déplacement d'un fichier, sur beaucoup de choses au final, et on s'en rend pas compte. Et donc justement, j'ai fait un petit test qui compare toutes les mémoires et on va voir qu'il y a des grosses différences entre le haut, milieu et bas de gamme. Donc sur la mémoire, on se retrouve ici avec le haut de gamme qui va avoir la meilleure mémoire forcément et qui va avoir une mémoire très très rapide. Qu'on peut voir, hein, on va avoir du 475 ici, hop, 475 mégabits par seconde et 78 mégabits par seconde. Donc c'est quelque chose de très très rapide, surtout pour de la mémoire flash, on est sur quelque chose de très très performant. Donc là, on va voir vraiment des bons scores forcément, et ce qui fait que c'est là ça va être le plus rapide pour faire du transfert ou quoi que ce soit, et l'USB 3 peut avoir un impact. Ensuite, on va voir le milieu de gamme.
milieu de gamme, par exemple, le Snapdragon 625 a plutôt une bonne mémoire, mais on peut voir déjà une différence très particulière. Alors déjà, on est à 276 et 218, alors que là, on est à 475 et 86. C'est pas très... hop, je sais pas si ça va être... Voilà. Donc là, on va voir une différence déjà. Mais globalement, une certes update et delete, on peut voir aussi une grosse différence QPS. On va voir quand même une différence qui peut être de deux fois le... Hop. Ouais, deux fois en fait la mémoire du haut de gamme. Donc là, presque du haut de gamme. Ici, on va voir du côté de MediaTek, on va avoir une très grosse différence. MediaTek a tendance à ne pas mettre des mémoires très performantes. Et là, ça va se voir, puisque là, on avait du 276 et 218. Là, on a du 244 et 54, ce qui est beaucoup moins performant. Donc là, voilà, vraiment qu'on va être dans le milieu de gamme, on va vraiment perdre. On peut voir quelque chose d'à peu près similaire ici, 266 et 44. Et quand on va, plus on va descendre en gamme, plus on va forcément avoir une mémoire qui va être de moins en moins rapide. Et sur le Snapdragon 617, ils ont rattrapé quelque chose qui était un réel problème sur le 615 et 616. On peut voir d'ailleurs, en fait, c'est une chose assez étonnante d'ailleurs, c'est que le Helio X20 partage à peu près la même mémoire que des MT6735 qui sont vraiment dans le bas de gamme, avec une mémoire qui est un peu moins rapide sur celui-là, mais c'est très similaire en termes de résultats. Et qui mettent aussi pareil une moins bonne mémoire. Ici, on a une mémoire qui est quand même plus rapide, qui fait 275 et 69, alors que là, on a quelque chose qui est un peu moins bon, à peu près 20% moins bon. Donc là, on peut voir la différence. Après, c'est un processeur qui est un peu moins rapide aussi. Si on compare ici, par exemple, hop, même ici, vous voyez le Helio X10 qui est quand même du haut de gamme de l'année dernière de MediaTek, on peut voir que bah il est moins bon que le 430 qui lui est un bas de gamme d'aujourd'hui. Donc clairement, MediaTek globalement ne met pas des très bonnes mémoires face à Qualcomm. Donc ce qui fait qu'en général Qualcomm a tendance à avoir une bonne mémoire, donc ce qui est bien pour la lecture en général, ça va être plutôt bien. On va le voir après, c'est en train de tourner parce que l'historique a sauté pour ces appareils-là. Là, voilà, on peut voir une différence, ce qui peut expliquer en partie les problèmes de performance, par exemple, sur les benchmarks. C'est que là, la mémoire est assez mauvaise par rapport ici. Ici, en fait, c'est censé être une mise à jour du processeur, mais la mémoire peut changer selon les appareils, parce que ça coûte plus ou moins cher, et après, les gens peuvent demander à mettre une autre mémoire plutôt que celle de base. Et on peut voir que là, elle est 2 fois moins performante, voire 3 fois moins en séquence qui est en write, donc en écriture. C'est assez mauvais pour celui-là. Donc ça va impacter sur beaucoup de choses, globalement sur tout simplement l'utilisation, pareil, de copier ou quoi que ce soit, même d'installer une application. Bah ça va prendre plus de temps tout simplement parce que la mémoire est beaucoup plus lente. Et ici c'est encore plus lent et ça j'aimerais bien le montrer avant. C'est en train de tourner pour les deux. Mais globalement, vraiment, on va avoir vraiment des différences énormes si on regarde le plus haut au plus bas. Sachant qu'il y a encore plus bas. Hein. La mémoire du 615 est absolument ignoble et beaucoup moins bonne que celle-ci. Donc, justement, hop, ici. En termes de différence entre un téléphone à 600-800 euros et un téléphone ici à une centaine d'euros, eh bien, on va avoir une différence qui est de l'ordre de 4 à 8 fois supérieure pour le Samsung. C'est vraiment énorme. Là, on a vraiment une différence qui est vraiment très importante. Après, globalement, on va être sur quelque chose qui va ressembler plus, on va dire, au Qualcomm, hop, ici, où ça va être à peu près 2 fois supérieur. Donc ce qui fait que même si on comprend ici, là, par exemple, en écriture, il est très très bon en écriture, ce qui fait qu'il est très rapide, d'ailleurs. Et ça peut changer pas mal de choses. C'est-à-dire que, tout simplement, une mémoire, bah, ça va impacter un peu votre vie de tous les jours, dans l'ouverture d'applications, dans la fermeture, dans l'impression des données en cache, etc., etc. C'est-à-dire que, en gros, plus vous allez avoir une mémoire rapide, plus forcément l'application va pouvoir s'ouvrir rapidement. Le truc qu'il peut y avoir, en fait, c'est que par exemple le Snapdragon 625, ben, il est extrêmement performant sur ça, alors que pourtant le processeur n'est pas extraordinaire. Et en fait, c'est les deux en même temps qui vont faire que ça va être plus ou moins performant. Ce qui fait qu'il est assez rapide, tout simplement parce que justement il a une mémoire qui est très rapide et qui va un peu compenser ce manque de puissance du processeur. Et donc ça a vraiment son importance et c'est pas quelque chose à négliger. Bon, le problème c'est que là on est vraiment sur des mémoires très très lentes dans les deux cas. Ce qui fait que là on va pas pouvoir voir. Mais quand je décortiquerai ces processeurs plus tard, eh bien vous verrez tout ça.
On va parler maintenant du système, on va parler du système Android et globalement comment ça se passe selon les téléphones. Alors tout d'abord, il faut savoir que vous avez Android et puis ensuite vous avez donc toute la partie surcouche que beaucoup de constructeurs aiment bien mettre sur leur téléphone, même si ça a tendance un petit peu à s'atténuer avec le temps et en avoir de moins en moins. On se retrouve donc avec plein de téléphones qui, c'est assez large au final. On peut voir par exemple le Xiaomi, qui lui aujourd'hui, on va dire, il coûte une centaine d'euros, mais même sur des téléphones à 60 euros en Chine, on les touche plus à 70, 80, comme le Redmi 4A tout simplement, eh bien, ils mettent leur surcouche, bien sûr, sur tous leurs téléphones. Tout comme Samsung, puisque de toute façon, c'est leur image de marque, en fait. C'est vraiment ce système différent, bah, c'est pour tous. Mais vous l'avez pas forcément pour tous. Il y a certains téléphones où ils aiment bien, par exemple, surtout en Chine, apparemment, par exemple, Oukitel a un système propre à sa surcouche, mais à l'heure actuelle, sur ce modèle-là, vu que c'est de bas de gamme, pour pas que ce soit trop lourd, eh bien, ils ont préféré mettre Android pur avec juste un petit launcher. Et justement, alors vous avez plusieurs choses, vous pouvez avoir justement ça, comme par exemple Wiko. Wiko, eux, ils ont fait quelques petites retouches, mais globalement, c'est du Android pur, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont mis un launcher, ils ont mis quelques applications supplémentaires, et ça donne ça donne la surcouche Wiko. Mais la plupart de la surcouche, bah, tout simplement, c'est du Android pur avec quelques petites actions supplémentaires possibles. Vous voyez, par exemple, la galerie, c'est une galerie qui a été un petit peu retouchée. La météo, c'est les petites applications supplémentaires qu'ils ont mis globalement. Donc ça va être voilà, des petites choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir ma musique, ils ont leur propre lecteur. Donc c'est des petites choses qu'ils ont modifiées parce qu'ils se sont dit que c'était pas forcément trop lourd pour pouvoir le mettre. Globalement, en fait, il faut savoir que l'expérience Android sur couche ou non, elle peut différer énormément. Donc déjà, forcément, il faut y faire attention. Parce que bah, selon, voilà, si vous avez MIUI, vous avez UMUI, vous avez TouchWiz, vous avez Timescape pour Sony, vous avez donc TouchWiz pour Samsung, vous avez ZenUI pour Asus, vous avez Alcatel qui fait sa propre surcouche aussi, mais très très léger, c'est quelques petites modifications d'Android avec des petits ajouts par-ci par-là, très très léger. Euh, Après, voilà, ça va dépendre. Mais là, par exemple, ce qu'on a surtout, c'est du Android pur ou quasi pur. Là, par exemple, on a CyanogenOS qui va devenir LineageOS. Ce qu'il faut en fait surtout, c'est voilà, c'est de voir qu'est-ce que ça va changer réellement à l'utilisation. Eh bien, au final, réellement, ça n'a pas forcément beaucoup changé entre le haut de gamme et le milieu de gamme. Déjà, c'est des choses à savoir, c'est qu'entre le haut de gamme et le milieu de gamme, la différence est quasi nulle en fait. Réellement, on va se retrouver avec quelque chose qui est rapide, qui est fluide, qui est tout simplement qui va pouvoir tout faire tourner sans trop de ralentissement, enfin voire très peu de ralentissement et sans problème en fait ça va s'ouvrir très rapidement. Comme vous pouvez voir d'ailleurs là c'est même le Mediatek qui va l'ouvrir le plus rapidement, tout simplement parce que bah il a peut-être pris le Wi-Fi le plus rapidement. Et vu que j'ai pas une connexion extraordinaire, bah voilà, ça va changer des petites choses. Mais on peut voir vraiment, ça va être très similaire en termes d'utilisation. Donc on va voir des choses qui vont pas nous bloquer réellement. Donc ce qui fait que sur le mid-game, c'est vraiment ça va être similaire, ça va être fluide, ça va être rapide, globalement on va avoir même droit à des mises à jour, c'est-à-dire qu'en gros il va pouvoir au moins avoir une mise à jour majeure et peut-être des mises à jour régulières, des correctifs pour améliorer tout ça. L'optimisation globale est bonne, ce qui fait qu'en termes de consommation, etc., en général c'est plutôt bon. Là où ça va être un peu plus important, ça va être pour le bas de gamme. Par exemple, du côté de Wiko, on a quelques retouches, mais globalement, ça va plutôt bien tourner, même s'il y a des petites choses qui sont plutôt foireuses, comme la qualité du tactile, mais ça c'est encore autre chose, c'est l'écran pour ça. Mais il peut y avoir des bugs qui peuvent apparaître plus fréquemment, les mises à jour peuvent être beaucoup plus rares, ce genre de choses. Donc là, on va être sur quelque chose qui va être un peu plus particulier, parce que là, on va se retrouver globalement, c'est très rare que ce soit mis à jour sur la version supérieure les mises à jour correctives sont beaucoup plus rares que sur les milieux de gamme où c'est possible quand il y a des problèmes plus ou moins importants, voire absents. Mais ça commence à évoluer d'ailleurs et de plus en plus de téléphones, et il faut dire que même le Oukitel et ça, j'en avais parlé dans le dernier live du 1er janvier, pour ceux que ça pourrait intéresser, eh bien, ils vont être mis à jour sous Nougat. Alors pourtant, c'est un téléphone à 80 euros. Donc c'est quelque chose qui est en train de changer. Ça va peut-être s'améliorer avec le temps, mais globalement, en gros, le suivi sera forcément toujours le meilleur dans le haut de gamme et le milieu de gamme. Le milieu de gamme aura toujours
il sera toujours un peu moins suivi, il sera toujours un peu en arrière par rapport au haut de gamme. Et le bas de gamme, lui, ça va être plus au bonheur à la chance selon le constructeur, s'il a envie ou non. Par exemple, le Alcatel, lui, il est sorti en 5.0. Et un an après la sortie de 6.0, il a eu droit à Marshmallow en officiel, enfin via Alcatel a développé une mise à jour, sachant qu'il coûtait 250 euros avec des écouteurs, donc c'était un appareil à 200 euros. Donc Xiaomi c'est un peu plus particulier, pour l'instant il reste toujours sur 5.0, mais devrait peut-être être mis à jour sur 7.0, mais rien n'est sûr. C'est très compliqué avec Xiaomi parce qu'ils ont leur propre mise à jour interne de leur OS, et lui par exemple il est mis à jour chaque semaine comme les hauts de gamme. Donc ça c'est vraiment une chose importante. Vous avez le Wily Fox qui lui va avoir Nougat normalement dans ce début d'année. Euh, le Oukitel qui va avoir aussi Nougat, et ça c'est quand même assez surprenant. Lui, là c'est toujours 24 mois de Motorola, enfin maintenant c'est le nouveau, mais ils sont toujours très très bons pour le suivi. Par contre tout ce qui est mise à jour de sécurité, donc ça on y reviendra. Là par exemple les mises à jour c'est à faire soi-même via le PC, donc à chaque fois qu'on met une mise à jour on perd tout. Bon là c'est vraiment du très bas de gamme, c'est-à-dire qu'en termes de mise à jour ils ont rien implanté, c'est tout pourri. Donc déjà ça c'est une chose. Donc ça là-dessus, voilà, il va y avoir ça déjà à prendre en compte. Deuxième chose aussi, vu qu'il y a la RAM qui prend forcément, que les applications sont parfois lourdes hein, par rapport à ce que j'utilise, comme vous pouvez voir. Par exemple, ce téléphone-là, comme ce téléphone-là, comme ce téléphone-là, surtout, mais pas ce téléphone-là. En fait, par exemple, ces quatre téléphones vont vraiment avoir des problèmes. Lui, parce qu'il a un Snapdragon 115 et c'est pourri, donc même dans le milieu de gamme de l'année dernière, c'était vraiment pété. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Mais en gros, ce qui fait que ça rame, ça lag et c'est lent. Voilà, c'est pas terrible du tout. Mais là, c'est plus lié au processeur. En soi, le système fonctionne plutôt bien. Sur lui aussi, même si en fait le plus gros problème, et ça j'en ai pas parlé avant, mais c'est la RAM. C'est-à-dire qu'ici on va avoir du 4 Go, ici on va avoir entre 3 et 4 Go. Enfin là c'est 4 et 6 Go. Là entre 3 et 4 Go, et en général ici on a du entre 1, ici on a 1 à 3 Go, et 3 Go je crois que c'est lui qui a 3 Go. Oui lui il a 3 Go, et en général c'est 2. Le truc c'est que les applications sont lourdes, elles prennent de la place, et le multitâche lui il va pas être content. Et donc il suffit juste de revenir en arrière, on va dire là, soit il va le réouvrir rapidement, soit il va devoir faire de la place, il va devoir fermer des applications, etc. Et c'est là où ça va être long. Et par exemple, sur le Oukitel, qui lui, il a Android pur, et lui aussi d'ailleurs, au bout d'un moment, en fait, à force de changer d'application, Twitter, Facebook, écouter de la musique, et ceci, et cela, et cela, au bout d'un moment dans la journée, parce que forcément, ça encrasse un peu, parce que il a le cache, il a plusieurs choses à gérer, et il va ramer, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va commencer à se dire, attends, tu veux ouvrir cette application? Alors attends, je vire cette application-là, je vire cette application-là, là, c'est bon, j'ai la place, je peux l'ouvrir. C'est un peu ça, et parfois ça va se ressentir à l'utilisation, alors que sur cela, non. C'est-à-dire que ça va faire, ah, il faut de la place, ça, terminé, hop, c'est bon. Et là, ça va être beaucoup plus lent parce que le processeur est plus lent, la gestion de la mémoire est plus lente, la RAM est plus lente, enfin tout est plus lent en fait, et ça va se ressentir. Donc ce qui fait que vraiment c'est là où on va avoir vraiment la plus grosse importance. Parce que autant ici on voit rapidement sur une ouverture d'application, on va pas sentir réellement qu'il va y avoir une incidence particulière. C'est pas dans les speed tests que ça va nous permettre de voir l'expérience utilisateur. On peut avoir une meilleure expérience utilisateur d'ailleurs sur un téléphone tel que celui-là que sur celui-là, tout simplement parce que c'est peut-être mieux optimisé dans le sens les transitions visuellement ou la RAM est un peu mieux foutue. Ça dépend après, ça dépend des constructeurs, les surcouches, etc. Mais selon votre préférence, selon la façon dont ça a été intégré, etc., une surcouche sera plus agréable qu'une autre et permet une meilleure expérience utilisateur alors que l'appareil est peut-être moins haut de gamme qu'un autre. Il y a ça aussi à prendre en compte et ça c'est plus subjectif. Par exemple, Zenui est pas mal, mais c'est très lourd, donc c'est chiant en fait. Mais pourtant, c'est bien optimisé, etc. Et donc là, oui, voilà, on va sentir que ça va laguer, on va sentir que pour ouvrir une application, ça va un peu plus. Je sais pas si je peux. YouTube. Là, on sent que c'est long. Là, vous voyez, ça travaille. Et c'est plus long que là, en fait. Là, ici, normalement, c'est un peu plus rapide. Après, ça dépendra forcément de la gestion du processeur, de la version Android, etc. Et c'est là-dessus on va vraiment ressentir. C'est vraiment sur ces bas de gamme, on va vraiment ressentir que ça va être lent ou non. Et sur ce type de téléphone, alors là, ça va très vite ramer parce que justement, il est vite essoufflé. Alors,
Ça dépendra aussi de l'optimisation. L'optimisation de ce modèle-là est vraiment pété. Résultat, globalement, il gère très mal la RAM, etc. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment après, ça va être des choses très particulières qui vont faire que parfois, là par exemple, ça s'ouvre plus rapidement alors qu'il est moins puissant que celui-là. Mais comme le processeur est un peu mieux optimisé pour les tâches de tous les jours, en fait, il va mieux se comporter. Puis il a pas une surcouche à gérer. 10 heures par exemple, 10 heures. Si je l'ouvre en même temps, on va quitter. Hop, lui je l'avais carrément pas mis. D'accord. Là si je mets hop appel. Voilà, on a ça aussi. On peut avoir. Ouais, là, par exemple, vous voyez, il rame. Et là, je l'éteins en fait. Parce que j'ai commencé à m'énerver parce qu'il réagissait pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre qui peut montrer. Le Play Store, par exemple, tout simplement. Le Play Store, il est où? Parce qu'ils ont mis un thème, mais il est chiant le thème. Hop. Donc, vous voyez, c'est une version Android qui est plus vieille, le 5.0 qui est assez mauvais, contre Marshmallow, plus récent. Il va un peu mieux gérer, pourtant le processeur est moins bon, mais après, là, si on fait plusieurs tâches lourdes, il va peut-être mieux les gérer, parce que là, vous voyez, là, il est lent en fait. Là, il a du mal à réagir. Allez, reviens. Voilà. Il a un petit peu plus de mal à réagir. Donc, ce fait vraiment l'OS, ça va être vraiment quelque chose de. Dans le milieu de gamme, ça va pas se sentir. Dans le bas de gamme, en fait, dans les choses à 200 € à peu près, on peut avoir quelque chose encore de correct, mais c'est là où on va avoir commencé à avoir les premiers téléphones qui vont avoir un peu plus de mal à gérer selon les choses. C'est vraiment là où ça va se sentir. Il y a moins de 200 € à 150. C'est là où on va sentir parfois que l'optimisation, il y a plein de petits bugs qui vont apparaître, plus ou moins chiants, mais plus vous allez descendre en prix, plus vous allez en trouver. Par exemple, celui-là, il va redémarrer, il est déjà redémarré, alors que celui-là, non. Celui-là, il rame énormément. Celui-là se comporte plutôt bien, parce qu'il a un processeur aussi qui est plutôt pas mauvais, et qui est tout récent. Et le Wiko, lui, il m'a fait des choses assez étranges que je ne comprends pas. Et c'est Wiko, donc c'est normal. Mais en gros, c'est-à-dire qu'il me mettait en mode simplifié ou m'a mis des notifications, j'ai pas trop compris, qui fait que, en gros, il était inutilisable. J'ai dû le redémarrer 3 fois pour qu'il se revienne à la normale. Donc c'est là où on va vraiment trouver des choses qui vont être un peu plus chiants à utiliser parfois parce qu'il va nous trouver, en fait, il va y avoir des bugs. L'optimisation va être un peu moins poussée sur le long terme. Et quand on va l'utiliser, au bout de quelques temps, il va montrer des faiblesses sur des choses particulières, un certain comportement ou la RAM ou ceci. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte, mais globalement, c'est vraiment le bas de gamme qui va être touché. C'est vraiment à moins de 200 €, on va vraiment sentir des gros problèmes apparaître globalement. Parce que dans le milieu de gamme et haut de gamme, il y aura toujours des problèmes, mais soit ça va être réglé rapidement par une mise à jour, soit c'est plutôt bien, comment dire, soit c'est les constructeurs comme LG par exemple, où là on a un peu plus l'habitude de ça. Mais voilà, c'est vraiment là où il faut faire attention et c'est là où il faut aller plus chercher d'informations. Si vous voulez savoir si le système est fluide, se comporte bien, ou par exemple le multitâche est plutôt bien géré ou non. Parce qu'avec la RAM, forcément, ça va aussi limiter les actions et ça peut entraîner des ralentissements. Au niveau des écrans, alors là on va se retrouver sur quelque chose d'un petit peu particulier. Pour la peine, j'ai switché l'Alcatel et maintenant il est là. Pour montrer un petit peu, donc en termes d'écran, de technologie d'écran, en gros, pour résumer, nous avons l'IPS et nous avons l'AMOLED. L'AMOLED, il est surtout sur les Samsung tout simplement, mais on en trouve sur le haut et milieu de gamme et très peu sur le bas de gamme. Les autres acteurs n'ont pas l'air de vouloir être intéressés, mais globalement voilà, c'est surtout l'IPS qui est présent parce que c'est ce qui se fait le plus tout simplement et ce qui est le plus facile sur laquelle se fournir tout simplement. Mais ce qu'on peut dire vraiment réellement sur ces écrans, c'est que c'est très compliqué en fait. Les écrans à l'heure actuelle, on peut même trouver des écrans qui sont très bons à 100 €. Par exemple, le Vernetor, lui, il avait un très très bon écran pour pas cher. Alors pourtant, c'est un téléphone à 100 €. Le truc, c'est que on a aussi la résolution, c'est-à-dire qu'en général, dans l'haut de gamme, on va être sur du 1080p, voire de plus en plus sur du Quad HD. Sur du milieu de gamme, on est sur souvent très très largement du 1080p, parfois du Quad HD comme par exemple le Alcatel. Et dans le bas de gamme, on peut avoir du 1080p, comme par exemple ces deux appareils-là, donc le Alcatel et le Xiaomi. Et
Après, ça va être du 720p selon le processeur qui est équipé. Donc en général, quand c'est les 8 cœurs, pour résumer, hein, pour faire simple, quand c'est les 8 cœurs, c'est du 1080p, quand c'est du 4 cœurs, c'est du 720p. À part choses particulières, comme par exemple celui-ci, qui est en HD parce qu'il est en 5 pouces, mais avec un octo-cœur. Et en gros, les écrans, bah voilà, c'est-à-dire que là, ça va être le plus compliqué, c'est à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire que, en gros, à l'heure actuelle, ils sont tous bons dans leur domaine. Le contraste est au minimum correct, voire très bon. La colorimétrie, elle est correcte, voire très bon, et que ce soit du... Même sur ce téléphone-là, sur le téléphone-là, le contraste est correct, comment? Globalement, c'est correct. On est sur des couleurs qui sont bonnes. On est sur voilà, c'est bon, c'est pas extraordinaire, mais il en ressort des bonnes couleurs qui sont pas désagréables. Bon, celui-là il est assez mauvais, mais globalement on va se retrouver vraiment avec des téléphones qui sont bons au niveau des écrans globalement, que ce soit au niveau des angles de vision, que ce soit au niveau des couleurs, contraste, le tactile aussi. Ça c'est global. Après, il y aura toujours des modèles qui vont plus ou moins bien se gérer, mais globalement, ça se gère bien sur pratiquement toutes les gammes. Donc là, clairement, il faut pas aller chercher, il faut regarder vraiment au cas par cas, voir ce que vaut l'écran. Parce que ça a l'air d'être compliqué, même sur des hauts de gamme, on peut avoir des mauvais écrans, et des bas de gamme, des meilleurs écrans que sur les hauts de gamme. C'est pas forcément logique, mais c'est les écrans, et les écrans là-dessus, c'est au plus simple, c'est-à-dire que toutes les gammes sont bonnes. À l'heure actuelle, c'est du bon dans toutes les gammes, sauf dans les très très bas de gamme, où là forcément c'est mauvais ou moyen. Donc par exemple, j'avais le Home HT3 qui avait une bonne dalle, étonnamment. Il avait une bonne dalle et j'avais pu avoir des bonnes couleurs. Je l'ai plus malheureusement. Pourtant, il coûte que 50 euros. Donc à l'heure actuelle, c'est pas là-dessus qu'on pourra juger un téléphone. Un petit peu au niveau son. Alors le niveau son, là ça va être global. Je vais pas parler du Marshall qui est un peu particulier. Mais au niveau du son, donc globalement, on va avoir les haut-parleurs. Donc le haut-parleur, bon, en général, on est avec du un-parleur. Et on a quelques appareils avec du double haut-parleur. Mais c'est pas là-dessus que je vais vraiment parler. Parce qu'en gros, dans les bas de gamme, ça va être forcément très très médiocre. Enfin, juste pour les notifications, en gros. Les bas milieu de gamme, c'est passable. Les milieux de gamme, vraiment, vraiment à partir de 300 euros, on peut avoir par exemple, celui-là, il a un haut-parleur qui est tout à fait correct, celui-là aussi. Là, le Alcatel, forcément, c'est bien, et le Samsung, c'est correct. Parce que le problème, c'est qu'après, ça, souvent, c'est fait pour écouter les notifications à la limite, et le haut-parleur pour ça. Parfois quelques vidéos, mais c'est pas fait vraiment pour une grosse utilisation. C'est-à-dire, c'est pas là-dessus, c'est pas une enceinte, quoi. C'est tout simplement. Donc, c'est plus sur la partie jack. La partie jack, pareil, c'est un peu compliqué, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les hauts de gamme, on a de plus en plus de téléphones avec des processeurs, enfin voilà, tout simplement des DAC dédiés. Les DAC, c'est des processeurs son, tout simplement, qui vont gérer le son, qui vont améliorer la qualité avec des amplificateurs, etc. Pour ceux qui peuvent s'y intéresser, vous avez Pepe Garcia qui l'explique très très bien, que je vous recommande. Et donc, en fait, en gros, dans la chaîne du son, vous avez la puce son et vous avez la prise jack, tout le lien qu'il y a entre les deux. Et c'est ça qui va permettre de donner le meilleur son possible. À l'heure actuelle, dans le bas de gamme, on va avoir des choses qui sont de mieux en mieux, c'est-à-dire que avant, on avait des choses qui pouvaient réellement manquer de beaucoup de détails, pas équilibrés, pas réglables, assez mauvais, et voilà. Ça pouvait vraiment être très variable. À l'heure actuelle, on commence à avoir des choses qui sont passables, mais clairement, on va clairement manquer de détails ou d'équilibre sur le son, de stéréo, d'un peu de tout en fait, vraiment, ça va être très basique, ça va être bien pour n'importe quel utilisateur, mais par exemple les personnes un petit peu mélomanes, bah ça va pas leur suffire, c'est-à-dire que ces modèles-là, la puce son qui est intégrée, elle est pas assez bonne en fait, elle peut manquer de puissance, mais en général ça peut aller, mais c'est surtout voilà, c'est sur les détails, sur la précision vraiment du morceau, il y a beaucoup de choses qu'on va pas entendre, qu'on entendra sur un haut de gamme. Ensuite, nous avons le milieu de gamme. Le milieu de gamme, on commence à avoir des puces son qui sont correctes. Par exemple, Helio a commencé à faire, enfin Mediatek a commencé à vraiment à s'attaquer aux puces son. Vous avez Qualcomm dans les milieux de gamme aussi qui commence à en faire des très bonnes. Le Alcatel en équipé avec les Snapdragon 150, 625. Le Zenfone 3 a aussi une bonne puce son. Et vous commencez à avoir des modèles en milieu de gamme. Donc c'est vers les 300 euros qu'on peut commencer à trouver. Après, c'est plus les 400 euros. C'est vraiment plus vers les hauts de gamme qu'on va avoir des choses qui sont bien. C'est vrai qu'avec des puces dédiées. Par exemple, vous avez le Meizu Pro 6 ou le Meizu Pro 5
qui sont des téléphones que je n'ai pas, qui ont une puce dédiée. Après, c'est des acteurs précis qui l'utilisent, mais plus on va aller dans le game, plus on va en retrouver. C'est-à-dire, c'est des puces sont dédiées qui vont permettre d'alimenter des casques plus performants et donc d'avoir très largement meilleur son. Et on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus précis. On va vraiment avoir beaucoup plus de détails dans les morceaux qu'on va écouter. On va avoir une meilleure profondeur, c'est-à-dire vraiment, le morceau va être plus vivant. On va avoir tout va être beaucoup mieux. On va avoir quelque chose en fait en termes d'instrumentalisation. On va vraiment pouvoir séparer chaque instrument, quelque chose qui est difficilement possible sur des modèles aussi bas de gamme. Et on va pouvoir avoir une stéréo, c'est-à-dire vraiment pouvoir avoir une scène large où au lieu d'avoir tous les instruments qui sont à peu près là, les instruments, et on prend ça comme ça, donc on va pouvoir savoir où sont un petit peu les instruments dans toute la scène sonore, c'est un peu ça qu'on dit. Et c'est là où il peut y avoir une réelle grosse différence, c'est-à-dire que forcément les hauts de gamme ont forcément une bonne puce son, mais après, la différence c'est que en plus de ça, chaque marque aime bien mettre sa touche personnelle. C'est-à-dire que pour une marque, ils veulent bien quelque chose d'équilibré, pour une autre ça va être plus basseux, pour une autre, ça va pas être, ça va être complètement déséquilibré, etc. Et donc, ce qui fait que après, vous avez selon les constructeurs, mais globalement, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, bas de gamme, ça va être très moyen. Milieu de gamme, on commence à avoir des choses sympas par les constructeurs, parce que, en gros, de base, vous avez forcément une puce son dans votre téléphone. Sauf que c'est la puce son du constructeur. C'est-à-dire que dans un Mediatek, c'est la puce son développée par Mediatek, et dans un Qualcomm, la puce son développée par Qualcomm. Et dans un Kirin, par Kirin, etc. Donc à part quand c'est des puces son dédiées, c'est forcément celle du constructeur. Et plus ça va, plus c'est en train d'évoluer. Actuellement, c'est un des principaux... les principales choses où c'est en train d'évoluer énormément. Et on se retrouve avec maintenant des puces son où c'est dynamique aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir un morceau où entre le son le plus grave et le son le plus aigu, ça va être très haut. C'est-à-dire que sur des téléphones tels quels, on va dire qu'on va avoir une différence comme ça, alors que sur les hauts de gamme, on va avoir une différence comme ça. Ce qui fait que vraiment, c'est là où on va avoir quelque chose d'un peu plus vivant, on va avoir quelque chose qui va être moins étouffé, etc. Donc c'est un très très gros impact selon les gammes. Et on peut avoir des gammes, par exemple, par exemple les Meizu, les HTC, les iPhone, les Samsung sont plutôt pas mal aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Sony aussi qui est pas mal. On commence à partir de là à avoir vraiment des très bonnes puces son, très bien maîtrisées dans les puces son, même celles de Qualcomm de base. Est bien meilleure, bien sûr, que celle qui est là-dedans, dans ce bas de gamme. Et on peut commencer à écouter du 24 bits, on peut commencer à avoir vraiment beaucoup de détails, avoir une très bonne richesse et à mettre des casques performants qui ont réellement utilisé beaucoup plus on va pouvoir beaucoup plus utiliser la qualité du casque qu'on met dans cet appareil-là, plutôt que les autres. La chose qui est en train de changer à l'heure actuelle, donc là il faudra voir si ça va disparaître, et je ne l'espère pas, c'est que la jack est en train de disparaître au profit de l'USB type C. C'est-à-dire, c'est cette petite prise-là, où par exemple, tout simplement, Apple, avec leur propre prise Lightning, c'est en train de disparaître, et de plus en plus de rumeurs par rapport à Samsung, c'est en train de disparaître petit à petit, pour avoir le DAC, en fait, directement, en fait, dans le casque, comme les casques Bluetooth. En gros, les casques Bluetooth, eux, ils ont leur propre puce son, et c'est ça qu'ils utilisent quand vous écoutez en Bluetooth. Et ce qui fait que c'est en train de disparaître. Alors, est-ce que ça va disparaître réellement? Je ne l'espère pas. Parce que la jack à l'heure actuelle, c'est encore quelque chose qui peut avoir beaucoup d'utilité. On peut avoir par exemple, truc tout bête, mais sur les Mediatek prennent en charge des prises jack. Alors peut-être les autres concurrents, je ne sais pas, mais je sais que pour Mediatek c'est le cas. Ils peuvent prendre en charge des prises jack à 5 broches. Alors en gros, à l'heure actuelle, je vais de vous sortir une petite prise jack. Voilà. Alors par exemple, ici, vous avez en général, à l'heure actuelle, des prises à 3 broches. Donc comme ceci. Donc c'est-à-dire que c'est 2 pour chaque écouteur, la stéréo, et 1 pour le micro. Et on peut en prendre jusqu'à 5. Et pourquoi 5 ? Eh bien parce que les deux autres, le 4 et 5, servent pour la réduction de bruit. Mais est-ce que ce sera utilisé un jour ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a encore des possibilités. Et c'est en train d'évoluer constamment. Mediatek compte beaucoup là-dessus. Qualcomm fait des très bonnes puces son à l'heure actuelle, et vous avez pas mal d'acteurs dans les hauts de gamme qui s'en occupent, par exemple, donc à voir par la suite. Mais vraiment, il y a une réelle évolution. Les bas de gamme devraient en profiter, mais bien après, malheureusement. Donc, ce qui fait que voilà, si vous cherchez vraiment à avoir un bon son, ce sera pas forcément le bas de gamme qui en fera, qui sera intéressant. Ce sera à partir du milieu de gamme, on va avoir vraiment quelque chose de correct en fait. Donc, à partir de
Je pense à partir de 300 euros. Donc par exemple le Meizu Pro 6, lui par exemple, il a un DAC dédié, 6 logique. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait le test. Et à partir de là, on peut vraiment avoir des très bons sons. Mais avant, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. On se retrouve maintenant sur la partie photo, donc photo des téléphones. Et là, on va parler des choses un peu plus intéressantes, puisque c'est là où il y a le plus de progrès, c'est là où il y a le plus de choses différentes selon les gammes. Parce que c'est vraiment quelque chose pour le haut de gamme, c'est quelque chose d'important à l'heure actuelle. Et on se retrouve avec des appareils photo qui sont très différents. Si on commence par le haut de gamme, bien évidemment, si on commence par le A7, le A7 c'est bien sûr le meilleur photophone de l'année. Donc là, par exemple, j'ai juste pris un sample de cette, tout simplement cette photo-là. Tout simplement là, voilà, juste là en fait. Et les différences sont très impressionnantes selon les modèles, selon les gammes. Tout simplement parce que dans le haut de gamme, eh bien, il y a un très très gros progrès. C'est là où tous les constructeurs se jettent. C'est le truc à faire progresser. Et donc, les iPhones, les HTC, etc., c'est eux qui font les meilleures photos à l'heure actuelle de très loin. C'est là où on va voir en de nuit les meilleures photos, qui sont correctes. Et dans le côté de jour, c'est là où on va voir le plus de détails, le plus de piqués, c'est là où on va voir vraiment les meilleures photos. On est encore loin des réflexes, bien évidemment, mais sans zoomer, on va dire qu'on s'y approche. Le truc, c'est que c'est là-dessus où les constructeurs ont le plus, on va dire, où ils diffèrent le plus au-delà du haut de gamme. Le haut de gamme, c'est quelque chose de très très important. À partir du milieu de gamme, c'est là où on va avoir le plus de différences. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai le Zenfone 3 qui est en train de filmer, mais par exemple, il a un bien meilleur appareil photo que l'Alcatel. Alors après, l'Alcatel et son positionnement, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que l'Alcatel, ils ont décidé de mettre un appareil photo qui n'était pas forcément le plus performant pour peut-être éviter des coûts trop élevés par rapport à l'appareil, en privilégiant le son avec les haut-parleurs et les intras qui sont donnés avec, et aussi tout simplement le casque VR qui est donné avec. Donc on a un appareil photo qui il peut s'en sortir, mais pour sa gamme de prix, il est très en deçà de la concurrence en milieu de gamme. Vous avez par exemple le Galaxy A5 qui a un très bon appareil photo, mais forcément vraiment moins bon que ce Samsung-là. Vous avez par exemple Vernet aussi. Vernet, c'est pas un très bon appareil photo. Il est même moins bon. Ça doit être à peu près le même que celui-là, mais il est un peu moins bon. Ce qui fait que on peut faire des bonnes photos de jour avec ces appareils-là. On va dire en milieu de gamme, on peut faire des bonnes photos de jour, voire des très bonnes parfois selon les capteurs. Par exemple, le Zenfone 3 peut en faire des très bonnes. Mais de nuit, par contre, ça va être très mauvais ou beaucoup moins bon en tout cas que Samsung. Ensuite, dans le bas de gamme, alors là, c'est là où c'est la débandade la plus complète. Par exemple, Wiko, eux, ils ont mis un capteur qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'en termes de couleur, en termes de tout ça, c'est plutôt pas mauvais. Par contre, en termes de détails, c'est acheté. Mais le rendu global est pas dégueulasse non plus. On peut avoir quelque chose de pas mauvais. Voilà. Là, on sent qu'il a un petit peu de mal parce que c'est pas très. On voit que c'est un peu flou. Et c'est un peu flou, même pour vous. C'est un peu flou, mais on a des bonnes couleurs, ce genre de choses. Et globalement, ça va être plutôt pas mauvais. Le Willy Fox, lui, est carrément mauvais. Il est vraiment pas bon dans ce qu'il fait. Là, c'est carrément flou. Parce qu'il est mauvais, tout simplement parce qu'ils ont privilégié le lecteur d'empreintes au détriment de la photo. Après, on est dans cela. Quelque chose on peut voir aussi, c'est que ça n'a pas réellement évolué. En un an, les appareils photo des bas de gamme n'ont pas vraiment évolué. À 100 euros, là, on commence vraiment à toucher. Alors, celui-là, pour une fois, la photo est pas trop dégueulasse. On a un truc pas trop mauvais, mais en général, à moins de 100 euros, on a des appareils photo qui sont inexploitables réellement, même pour les réseaux sociaux. C'est rare de faire une bonne photo. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que vraiment, on va avoir des différences vraiment énormes selon les gammes. C'est que dans le haut de gamme, c'est là où on va pouvoir faire des très belles photos de jour comme de nuit. C'est ça qui est assez impressionnant aussi. Qui en plus de ça vont pouvoir faire un focus très rapide et qui vont prendre la photo très rapidement. Quand vous prenez une photo de nuit avec un S7 Edge, il peut être plus rapide que le Zenfone 3 de jour. C'est vraiment là où on va avoir des différences. C'est-à-dire que c'est là où on va avoir les photos les moins floues, les prises les plus rapidement. C'est là où l'appareil photo va s'ouvrir le plus rapidement aussi. On va avoir le plus de modes. On va avoir. C'est vraiment là où il y a les différences. Le milieu de gamme en général, ça va être vraiment selon ce que cherche le constructeur. C'est-à-dire que soit, par exemple, comme Asus a privilégié la photo au détriment, par exemple, de la qualité, de l'encombrement ou des finitions de l'appareil, ou même du processeur. Et donc, ce qui fait qu'il a plutôt un bon appareil photo, mais il a des défauts. C'est un milieu de gamme, c'est-à-dire que même s'il fait le focus très rapidement, parce qu'il y a plusieurs technologies, pour prendre la photo, il est très lent.
aussi au niveau des détails, ça reste bien en deçà de ce que peut proposer le S7 Edge. Surtout de nuit, bah, c'est beaucoup plus sombre ou alors il y a beaucoup moins de détails que le 7 Edge aussi. Donc il y a pas mal de petites choses qui vont vraiment changer, c'est-à-dire que ça va être beaucoup moins flexible que du haut de gamme. Et dans le milieu de gamme, donc là par exemple j'ai cité un bon photophone, dans les mauvais par exemple, bah, on peut parler plus de Verney ou de Alcatel, qui eux à 300-400 euros, eh bien vont proposer un côté photo qui n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que de jour, bah, parfois on va devoir se battre pour pouvoir faire une bonne photo qui est bien nette, ou tout simplement avec pas mal de détails. Parce que dès que les conditions vont commencer à perdre un petit peu, bah la photo aussi, elle va montrer des signes de faiblesse très larges. Donc déjà, on va être vraiment en dessous, mais en plus de ça, dès que ça va se dégrader, bah ça va être encore plus en dessous. Et ça peut être vraiment mauvais. Dans le bas de gamme, on commence vraiment... Dans le bas de gamme, c'est-à-dire que ça reste en dessous, mais on peut faire des photos potables. C'est-à-dire que là, autant ça peut être dégradé, ça va pas être forcément mauvais, mais ça va être mauvais par rapport à du haut de gamme. Mais ça reste potable la plupart du temps. Là, on va vraiment toucher, forcément, c'est aussi dans le bas de gamme. Le bas de gamme, c'est en train de s'améliorer, mais par exemple, bah, déjà, les détails, c'est en général, c'est ce qui fait défaut à peu près tous les téléphones bas de gamme. Pour faire, c'est-à-dire, par exemple, ici, juste prendre mon sapin de Noël en intérieur, bah, vous voyez, c'est même pas net. Dehors, là, les photos sont pas belles au niveau des couleurs, au niveau du contraste, au niveau de beaucoup de choses. Le ciel est cramé aussi. Donc, ce qui fait que c'est vraiment pas beau. Et c'est là où on va vraiment toucher des téléphones qui peuvent faire plus ou moins de bonnes photos. Par exemple, celui qui est correct, c'est le Xiaomi. Xiaomi, à l'époque, ça avait mis un bon capteur dedans. Là, j'ai pas grand chose, c'est dommage. Mais sur cette photo-là, on peut voir que on a quelque chose de correct, c'est à peu près net. Les couleurs sont, il y a un bon piqué, etc. Mais on va toucher vraiment on va commencer à avoir des faiblesses dès que ça va se dégrader. Mais on peut faire des belles photos, mais qui va manquer forcément de détails ou de plusieurs choses. Par exemple ici, celui-là va mieux s'en sortir que lui parce que lui a vraiment un capteur mauvais, c'est-à-dire que de jour c'est déjà difficile de faire une bonne photo et de nuit c'est même pas pensable. Le Wiko, lui, bah, il s'en sort plutôt bien, mais il manque énormément de détails, c'est surtout ça. Après, on peut avoir un bon rendu, mais il faut surtout pas zoomer, c'est surtout ça aussi. À 100 euros, alors là, normalement j'aurai la photo, je vais la ressortir. À 100 euros, là, on va commencer vraiment à avoir du mal à faire des bonnes photos. C'est-à-dire que là, on va vraiment sentir les limites en termes de photos, mais on peut voir. C'est-à-dire que là, c'est pas net. Après, elle est loin aussi, mais on peut voir déjà qu'il y a des grosses limites, par exemple sur les arbres. Les arbres, on sent que ça a beaucoup de mal à les gérer logiciellement. On peut faire des bonnes photos, et parfois on peut en faire des très mauvaises. Ici, par exemple, bah là on dirait l'impression, si je zoome à fond, on dirait que ça a été peint en fait. Ça donne ce genre de choses. C'est que il manque vraiment ce genre de choses qui vont être beaucoup plus précises sur un autre appareil. Et là, ça va se sentir que, bah, c'est pas le même résultat. Donc à 100 euros, ça peut commencer à être possible d'avoir quelque chose de potable de jour, vraiment limite potable. Mais c'est très rare et dès que ça va se dégrader, ça va devenir vraiment pas terrible du tout. Donc vraiment en termes d'appareil photo, il faut faire attention, il faut bien regarder les tests, parce que selon les constructeurs, ils vont privilégier plus telle partie ou telle partie selon les appareils. Et on peut avoir des appareils qui peuvent faire des photos pas mal, en milieu de gamme ou en bas de gamme, mais au détriment de certaines autres choses, et forcément beaucoup moins bien qu'à haut de gamme. Si vous voulez vraiment un vrai photophone, il faut commencer à taper dans les 400 euros, là vous avez les OnePlus, là vous avez même le Asus en soi, là vous avez, pareil, vous avez pas les Xiaomi, mais... je pense à quelque chose, les Honor, les Huawei. Sony, ils ont du mal logiciellement aussi, donc ça c'est un peu particulier. Après, il faut voir les particularités de chaque constructeur, c'est là où c'est compliqué. Mais en gros, si vous voulez un photophone, il faudra forcément partir de 400 euros pour avoir commencé à avoir des très bonnes photos. Et à partir vraiment les vrais haut de gamme, les ultra haut de gamme, on va dire. Donc tout ce qui est Samsung Galaxy S7, le HTC 10, je sais plus les iPhones. Bah eux, par contre, ils vont être très très bons. Ils vont être vraiment très bons. Et vous voyez, par exemple, là, il m'a détecté, j'ai dû dire OK Google, et HTC 10 photo, et il détecte. Comme vous voyez, ça marche bien. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu là-dessus. Donc voilà, à privilégier vraiment les très haut de gamme si vous cherchez réellement des très bonnes photos. Si vous êtes un peu moins exigeant là-dessus, vous pouvez trouver des milieux de gamme avec un bon côté photo, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse le moins. Bah vous aurez des téléphones qui ne privilégieraient pas la photo au détriment du reste. Ils vont préférer le reste plutôt que ça.
Et dans le bas de gamme, par contre, c'est là il va falloir faire des bonnes recherches pour avoir quelque chose qui soit plutôt bon en photo, sans être trop cher. Et c'est là où c'est vraiment le plus compliqué, c'est vraiment cette gamme-là. Et la dernière partie un petit peu de cette comparaison un peu particulière, j'espère que ça vous aura plu jusque-là, c'est les batteries. Les batteries, alors là, on est sur quelque chose de très très particulier, puisque c'est même pas les haut de gamme qui vont avoir les meilleures autonomies. On se dit forcément le haut de gamme c'est le meilleur en tout, sauf que le plus gros problème à l'heure actuelle, peut-être que ça va changer, c'est leur autonomie. Et le plus particulier, on va commencer par les bas de gamme. Alors là, j'en ai pas, c'est dommage, mais c'est que de plus en plus, ceux qui vont privilégier des meilleures autonomies, ce sont les bas de gamme. Parce que il y a une tendance qui est en train de se mettre en place, c'est de laisser les 3000 mAh pour mettre du 4000. Notamment, on peut voir avec Xiaomi, qui eux mettent du 4000. On peut voir avec Asus, avec le Zenfone Max, qui est le plus bas de gamme de la gamme Zenfone 3, avec du 4000. Acer, c'est du 4000, voire du 5000. Donc, c'est les bas de gamme qui privilégient vraiment des grosses batteries plutôt au détriment des hauts de gamme. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que, au final, les hauts de gamme sont loin d'être les plus autonomes. En général, ils vont avoir par exemple le S7 Edge, il a 3600 mAh, mais c'est pas forcément le plus autonome. Et c'est même exceptionnel qu'il y ait une batterie aussi grosse dans un haut de gamme. On peut voir par exemple LG avec une batterie de 3000 mAh avec un écran Quad HD, un Snapdragon 820. On peut voir même le Moto Z. Le Moto Z, 2600 mAh, Quad HD, avec un Snapdragon 820. Donc ce qui fait que c'est pas forcément autant sur le reste sur le plan technologique, sur tout le reste, c'est toujours au point, mais l'un des plus gros défauts du haut de gamme, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est quelque chose où on peut dire, vous voyez, on a mis 100 mAh de plus, on a mis tel processeur qui consomme moins, donc vous allez pouvoir avoir 1 heure de plus d'appel. Et c'est limite, c'est un argument marketing de mettre une petite batterie parce que l'année prochaine, on peut mettre une autre un tout petit peu mieux, et qui fait que ça fera mieux. Et parce que aussi, il y a cette course à la finesse. Et la course à finesse, forcément, ça se fait au détriment des batteries. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est à cause de la finesse. L'appareil était légèrement trop fin pour les batteries ne pouvaient pas respirer, elles ne pouvaient pas gonfler quand ça chauffe. Et résultat, boum. Dans le milieu de gamme, on a des processeurs qui sont globalement équilibrés. L'ensemble est équilibré, ce qui fait que l'autonomie, en général, sans être mauvaise, peut être meilleure que l'haut de gamme. Et même, on commence à avoir aussi une petite tendance, par exemple, avec le Lenovo, qui aime bien, dans les milieux de gamme, mettre une grosse batterie, comme par exemple le Moto Z Play ou le Moto X Play, où eux, avaient une batterie de 3500 mAh, avec un écran Full HD et un processeur milieu de gamme. En plus de ça, les processeurs milieu de gamme bénéficient de quelques petits avantages des hauts de gamme, la finesse de gravure, ou les performances, l'optimisation logicielle du processeur, et ce qui fait que l'autonomie sera parfois même meilleure que l'haut de gamme, sans être non plus extraordinaire. Donc au final, il nous reste quoi? Il nous reste les bas de gamme. Alors une bonne partie des bas de gamme ont des batteries qui sont pas non plus extraordinaires, mais avec une autonomie correcte, un peu comme le milieu de gamme, et encore ça dépend l'optimisation logicielle qu'on avait parlé un petit peu au début. Là où il va y avoir la plus grosse différence, c'est que la tendance qui est en train de sortir de plus en plus sur la plupart des modèles, c'est des batteries de 4000 mAh. Et une batterie de 4000 mAh, forcément, on va avoir une grosse autonomie. Et forcément, ce qui fait qu'en fait, le plus étrange là-dedans, c'est que c'est ni les hauts de gamme ni les milieux de gamme qui sont réellement autonomes à l'heure actuelle, ce sont les bas de gamme. Par exemple, l'un des plus... Enfin, le monstre, parce que c'est un monstre, c'est le Oukitel K10000, qui a une batterie tout simplement de 10 000 mAh. Bon, après, il faut soulever le truc, hein, parce que 300 grammes, c'est lourd. Mais en gros, c'est même pas leur haut de gamme où ils peuvent mettre ça, non, c'est les bas de gamme. Vous regardez, les Xiaomi, jusqu'à maintenant, et maintenant ils mettent aussi sur le gamme, qui avait les plus grosses batteries, à partir du Redmi 3, bah les Redmi. Tous les Redmi, ils ont tous eu du 4000 mAh à partir de là. Et ce qui fait que, et par contre, quand on regardait le Mi 5, batterie de 3000. Pourquoi? Bah la finesse toujours, j'imagine. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, pour avoir une bonne autonomie, bah il faut plus regarder au niveau du bas de gamme que du haut de gamme. Par contre, il y a une chose où l'inverse, le haut de gamme est le meilleur, est vrai. C'est la charge rapide. La charge rapide, c'est en gros, c'est un système qui va permettre de recharger très rapidement, hein, c'est le but, très rapidement le téléphone. À l'heure actuelle, on est sur du Quick Charge 3.0 ou du Pump Express 3.0. Nous avons aussi l'adaptative de Samsung, nous avons celui de Kirin, et en gros, ça va permettre, là où un téléphone, par exemple ici, ça va se recharger peut-être en 2h30 à peu près, eh bien, un téléphone haut de gamme va pouvoir recharger en un peu plus d'1 heure, donc divisé par 2. Ça, c'est une technologie qui est vraiment plus propre au haut de gamme et au fur et à mesure, ça glisse vers le milieu de gamme, voire le bas de gamme.
Par exemple, le bas de gamme, lui, sur ce bas de gamme, ils ont aussi fait une chose qui est assez rare. Ils ont mis le Quick Charge 3.0, mais le chargeur n'est pas inclus. Et ça, c'est une particularité de ce modèle, ce qui permet de recharger très très rapidement le téléphone. Et ça, la plupart tous les hauts de gamme l'ont à l'heure actuelle. La plupart des milieux de gamme, enfin, ou du moins une bonne partie, en sont équipés, ce qui est déjà une bonne chose, mais sont équipés de la technologie précédente. C'est-à-dire que, en gros, vous avez le Quick Charge 3.0 ici, et bien sur les milieux de gamme, ce sera plus du 2.0, voire 3.0 selon les processeurs, c'est 6 mois après, on va dire. Mais en gros, c'est toujours, il y a un train de retard sur le milieu de gamme, et sur le bas de gamme, c'est assez rare qu'il soit présent, ou une technologie Quick Charge qui est datée, qui est plus rare, comment dire, qui est quasiment disparu du haut de gamme, qui a peut-être 3 ans, ce genre de choses. Donc ce qui fait vraiment voir quelque chose de glissant, où vraiment le haut de gamme est le plus rapide, après c'est le milieu de gamme, et vraiment après c'est les bas de gamme, et après selon les modèles, parce que ça a un coût, parce que c'est une puce qui gère ça, ça a un coût, et ce qui fait que, bah, autant dans les 200 euros ça peut se trouver, autant dans les 100 euros ça se trouvera pas. Tout simplement. Donc après ça va dépendre, mais c'est beaucoup plus rare. C'est vraiment beaucoup plus rare. Par exemple, autant le Alcatel là du Quick Charge 2.0, autant celui-là n'en a pas du tout. Alors pourtant, le processeur qu'il y a dedans permet de pouvoir avoir du Quick Charge. Donc c'est selon ce que préfère le constructeur. Mais par exemple ici, vous n'avez que celui-là qui a du Quick Charge. Donc ça c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que plus on va avoir une petite batterie, plus on va avoir une charge rapide. Plus on a une grosse batterie, moins on a de charge rapide. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Mais c'est un peu comme ça. Après, globalement, après on est sur une batterie, tout le monde a à peu près les mêmes. Reste que la grosse différence, c'est que derrière, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a la technologie des batteries aussi. La technologie des batteries qui est utilisée n'est forcément pas la même entre cet appareil-là et cet appareil-là. Une batterie de 3000 mAh dans un appareil comme ceci, un appareil bas de gamme, n'a pas la même performance qu'un appareil de 3000 mAh dans cet appareil-là. Parce que vous avez la densité, vous avez la qualité des matériaux qui a dans la batterie, qui fait que ça va plus ou moins tenir la charge ou quoi que ce soit. Par exemple, la batterie de 3000 mAh là-dedans soit est très mauvaise, soit c'est très mal géré par Xiaomi, je ne sais pas, ce qui fait que l'autonomie est assez médiocre, et pourtant il a une batterie de 3000 mAh. Il a la même batterie que cet appareil-là, qui est un Snapdragon 652, et une batterie 3000 mAh et un écran de Quad HD. Et l'autonomie est 2 fois moins bonne que celui-ci. Alors c'est un milieu de gamme certes, mais même, en gros, ça peut beaucoup dépendre. Donc il y a aussi ça, mais ça on peut pas forcément le savoir. Mais en gros, une batterie du S7 Edge sera beaucoup plus compacte que la batterie de 2500 qu'il y a là-dedans. C'est tout bête, mais c'est-à-dire que ça prendra beaucoup moins de place, parce que la technologie permet de mieux compresser la batterie, elle permet de mieux gérer sa puissance, etc. Donc on en a terminé en tout cas pour ça, on va passer un petit peu à la conclusion de tout ça. Que dire de tous ces modèles, que dire de tous ces téléphones, que dire de toutes ces gammes qui sont assez complexes au final, quand on peut le voir, où vraiment on peut voir que c'est complexe tout simplement à voir. Eh bien, on peut voir vraiment plusieurs choses. Tout d'abord, c'est-à-dire qu'en termes de finition, globalement, globalement, en gros, l'appareil haut de gamme sera forcément mieux que tout le reste. D'ailleurs, celui-là, il est un peu plus comme ça. Un haut de gamme sera forcément mieux que tout le reste sur tous les points, ou presque. Mais le truc, c'est que c'est forcément cher, mais ça a forcément les dernières technologies, etc. Le truc, c'est que aujourd'hui, on a les milieux de gamme qui sont aujourd'hui entre 250 et 400 euros, qui sont de plus en plus intéressants. Parce que, autant ils sont pas forcément aussi poussés que les hauts de gamme, mais autant en termes de finition, d'encombrement, d'autonomie, photo, ils sont pas si loin derrière. Notamment au niveau de la finition, c'est presque équivalent, mais la photo, ça reste encore en deçà, pour diverses raisons. Logiciellement, c'est quasi équivalent, voire parfois c'est même la même chose. Au niveau de la batterie, au niveau des petites technologies par-ci par-là, c'est à peu près équivalent, mais le gamme aura toujours un petit cran d'avance sur une technologie particulière, que ce soit en photo, une avancée, etc. Ils ont toujours ça, mais c'est pas si éloigné, c'est-à-dire que la différence en termes d'expérience utilisateur n'est pas si éloignée des milieux de gamme. Ensuite, vous avez les bas de gamme. Les bas de gamme, eux, il y a vraiment une réelle différence entre un bas de gamme et un milieu de gamme. C'est-à-dire que les milieux de gamme se rapprochent plus de ceux-là plutôt que de ceux-là en termes de photos ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est là où on va avoir vraiment le plus de choses à dire. Autant la finition, on est toujours entre plastique et métal. Le métal arrive de plus en plus.
Les lecteurs d'empreintes sont pas forcément de bonne qualité, mais ça arrive de plus en plus, de bonne qualité. Par exemple, celui-là est bon, même celui-là est bon, c'est étonnant. Les appareils photo sont rarement réellement intéressants, mais il peut y en avoir. La partie son, c'est elle qui va être le plus en retrait, même si les moyens de gamme ne sont pas forcément extraordinaires. Ils sont quand même pas mal. Pour la plupart des gens, la différence entre une puce son là et une puce son dédiée dans les hauts de gamme se verra pas forcément. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Après, vous avez la technologie, la batterie, comme je l'ai dit tout à l'heure juste avant, donc je vais pas expliquer. Les batteries qui peuvent être plus grosses en général parce qu'il n'y a pas cette course à la finesse. Donc en général, ils vont être des plus grosses batteries, mais bon, on se retrouve quand même avec des caractéristiques bas de gamme, donc c'est un petit peu dommage. Au niveau des écrans, à peu près tous les appareils, sauf ce type d'appareil à 50 balles, sont quand même pas mauvais. Après, ça va être plus des appareils précis, en fait, des modèles précis où ça va être un écran qui est raté. Ça peut arriver. Mais la plupart des écrans, même, vous voyez, des milieux de gamme avec du Quad HD, c'est possible. Et un Quad HD de bonne qualité. Même à 250 euros, on peut trouver des très bons écrans, et même à 100 euros. Donc là-dessus, c'est quand même totalement aléatoire quand un modèle se rate sur l'écran. Après, c'est plus un choix du constructeur quand c'est vif ou non. Mais globalement, ce qu'on peut dire sur tout ça, c'est que vraiment, aujourd'hui, il faut bien regarder ce qu'on cherche en termes d'appareil. Si on cherche le must du must, forcément, on va plus aller sur du haut de gamme. Mais encore faut-il avoir le budget. Si on veut du milieu de gamme, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Ceux qui veulent privilégier la photo, comme ceux qui veulent privilégier la puissance, comme ceux qui veulent privilégier les finitions, ou avoir quelque chose, un petit équilibre entre les trois, enfin entre tout. Ensuite, vous avez le bas de gamme, et c'est là où c'est le plus compliqué. Parce qu'il faut voir entre la puissance, la finition, l'écran, les photos, le son. Il y a beaucoup de choses, et souvent, il y a souvent un point noir sur les bas de gamme. Donc ça peut être, il y en a un où le son sera mauvais, l'autre où la photo il sera mauvais, l'autre où les finitions sont vraiment mauvaises, ou logiciellement ça la ramasse. Et ça peut dépendre beaucoup vraiment de chaque modèle, et là il va falloir être précis, mais on aura toujours besoin de vraiment beaucoup plus chercher à savoir ce qui va être le mieux sur le bas de gamme, alors qu'un milieu de gamme, il y a quand même un minimum de sécurité, et le haut de gamme, on sait que ce sera presque forcément bien. Sauf certains constructeurs qui aiment bien retirer les mêmes erreurs, mais ça c'est particulier. Mais un haut de gamme, ça marchera forcément bien, ou du moins on aura toujours quelque chose derrière pour rebondir. Il peut arriver qu'il y a des points noirs, ça peut arriver, mais en général, il a plein d'excellents points. Alors qu'un bas de gamme, c'est plein de bons points passables, avec parfois un point noir. Par exemple, le point noir du Wily Fox, c'est son capteur de photo qui est vraiment à la ramasse. Sur le Wiko, c'est la qualité du tactile qui est complètement à la ramasse. Sur le Idol, c'est le processeur qui est complètement à chier. Sur le Xiaomi, la finition déjà, et aussi l'optimisation logicielle parce que l'autonomie, ça impacte d'autres choses. Sur cet appareil-là, c'est la finition logicielle, et puis sur celui-là, c'est beaucoup de choses. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir choisir un bas de gamme qu'un haut de gamme. Un haut de gamme, on sera plus compliqué parce que ça va être au niveau de nos préférences, les petits trucs en plus sur l'un sur l'autre. Mais globalement, c'est la même chose. Et sur un milieu de gamme, c'est des préférences, mais vous voyez, par exemple, un Alcatel, son point noir, entre guillemets, c'est son appareil photo, mais il est potable quand même. Tant qu'il est correct, tant qu'on peut faire des bonnes photos, ça ira. Et on a plein de bons points, quoi, d'HD, super finition, on a l'ASD, on a 32 Go, on a le Quick Charge, on a une bonne autonomie, on a même un flash pour la caméra avant, on a de quoi faire la VR, on a une bonne puce son, etc., etc. Donc, c'est là où ça va être plus un choix selon nos priorités sur le milieu de gamme. Sur le haut de gamme, ça va être un choix selon nos préférences. Et le bas de gamme, ça va être une recherche du meilleur téléphone possible. Donc après, bon, on connaît, pour ceux qui ont l'import, on connaît Xiaomi, mais en France, il faut savoir chercher quels sont les meilleurs rapports qualité-prix qu'on peut avoir. Par exemple, pour Helifox, c'est plutôt pas mal, mais il faut faire avec un appareil photo mauvais. Après, mauvais, par rapport aux autres appareils, c'est mauvais, mais c'est pas si éloigné des autres appareils, c'est juste qu'ils gèrent très mal certaines choses. Donc c'est là où c'est compliqué. Donc après c'est à vous de voir, mais j'espère en tout cas que ça vous aura aidé de voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir en haut de gamme, milieu de gamme ou bas de gamme. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions particulières sur certaines choses, comment on peut les comparer. C'est compliqué quand même à faire comme type de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura été clair pour vous. Si vous avez des doutes sur certaines choses que j'ai dites, n'hésitez pas, je n'hésiterai pas à vous répondre. Mais voilà, c'est une vidéo qui est pour moi importante, je voulais la faire pour montrer un petit peu les différences vraiment qu'on a à l'heure actuelle. Ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que ce sont des technologies, tout ça, qui sont glissants. C'est-à-dire, par exemple, le Alcatel, ils ont privilégié la finition, ils ont privilégié le haut-parleur, mais il n'y a pas de lecteur d'empreintes. Mais dans quelques temps, les lecteurs d'empreintes, ça va être quelque chose de normal.
Et encore, Alcatel, c'est l'un des rares, et ça, en sachant qu'en plus aux US, il a le capteur d'empreinte, c'est l'un des rares appareils milieu de gamme qui n'a pas de lecteur d'empreinte. C'est quelque chose qui va glisser au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'après, l'appareil photo du S7, peut-être que dans 5 ans, on l'aura là. Peut-être que la technologie Quick Charge 3.0 qu'on a sur le haut de gamme, en 3 ans, on l'aura là. Et c'est ça qu'il faut voir. Et ce qui fait qu'il faut savoir adapter la vidéo, parce que je sais que certains la regarderont pas tout de suite, mais d'ici quelques mois. Mais il faudra bien se dire que toutes ces technologies que j'ai dit, eh bien, il faudra bien les mettre en rapport avec le moment, en fait. Parce que tout ça, ça va changer au bout d'un moment. C'est en train de glisser. Vous imaginez bien que finition métal sur un téléphone, à la base, c'était sur des téléphones haut de gamme. À l'heure actuelle, on l'a sur l'haut de gamme. Le lecteur d'empreinte qui déverrouille plutôt bien, bah, c'est sur, à la base, c'était sur du haut de gamme. Maintenant, on a quelque chose qui est équivalent au haut de gamme d'il y a 2 ans. Peut-être moins. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est ça aussi qu'il faudra prendre en compte quand les gens regarderont la vidéo jusqu'au bout. Mais voilà, c'est-à-dire que vraiment, on a des choses intéressantes à l'heure actuelle à voir entre le haut de gamme et le bas de gamme. Les choses devraient de plus en plus se resserrer. Mais jusqu'à maintenant, il y a encore beaucoup de différences entre haut de gamme et un bas de gamme. On verra jusqu'à quand ces différences seront valables. Mais on peut voir en tout cas déjà les différences entre tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Technoïd.